BFM Business et Tech Co présente De quoi je me mêle, François Sorel. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver, bienvenue, bon week-end et merci d'être là comme chaque semaine pour De quoi je me mêle. Le week-end sur BFM Business, à la radio, à la télé, sur YouTube aussi, bien sûr, sur la chaîne Tech No, je suis ravi de vous retrouver. Avec au sommaire de ce De quoi je me mêle tout à l'heure, Lionel Paris qui nous rejoindra et on évoquera un protocole de transfert qui a révolutionné l'informatique, à la fois le monde PC mais aussi le monde Mac. Ce sera le Thunderbolt avec ses différentes itérations et son mariage avec l'USB-C. On rentrera dans le dur avec Lionel tout à l'heure, mais vous verrez, c'est passionnant. Je vous rappelle aussi le hashtag de quoi je me mêle, hashtag DQJMM si vous voulez réagir sur les réseaux sociaux. Merci d'être avec nous et bienvenue, c'est parti pour De quoi je me mêle. Sur tous les réseaux et tous les écrans aussi, puisque vous pouvez écouter De quoi je me mêle et regarder aussi De quoi je me mêle. Le club de la presse IT, bien sûr. L'actualité de cette semaine avec Anthony Morel. Salut Anthony. Salut François. De retour, Anthony, après une petite semaine de vacances. Mais oui. Ça fait du bien. Absolument, mais ça me fait plaisir de vous retrouver. Eh bien, écoute, pareillement. Anthony, qu'on retrouve sur BFM Business le matin, mais aussi chez Estelle Denis, sur RMC, tous les jours, entre midi et 2. Et en face d'Anthony, c'est Raphaël Grabli cette semaine. Salut Raphaël. Salut François, salut Anthony. Raphaël, rédacteur en chef adjoint de Tech Co, et on va maintenant plonger dans l'actualité de cette semaine. Alors là, franchement, on en a pour notre argent, les amis. Entre la Paris Games Week qu'on va évoquer tout à l'heure, les iPhones qui ne se fabriquent plus comme des petits pains, et l'arrivée aussi d'un masque de réalité virtuelle signé Sony, on a pas mal de choses à raconter. Mais on va débuter par Twitter et Elon Musk. Tiens, ça faisait au moins quelques jours qu'on n'évoquait pas le sujet. Cela dit, ça bouge, vous le savez, depuis maintenant une semaine. Elon Musk a les clés de Twitter et ça va vraiment au pas de charge là, hein. Ça rigole pas, Anthony. Hein. Il a pris les clés, il déménage tout. Ah, il casse tout. Il a son nouveau jouet et il le secoue dans tous les sens. Voilà. C'est vraiment ça. Mais c'est même et les salariés accessoirement. Je vais te dire, moi c'est mon petit plaisir matinal maintenant. C'est-à-dire qu'avant le matin, j'arrivais au boulot, je faisais ma veille tech, tu vois, je lisais tous les sites et tout, voir un peu ce qui se passait. Maintenant, je vais voir le compte Twitter d'Elon Musk pour voir s'il y a eu des nouveautés pendant la nuit. Et t'as pas une alerte ? Non, je j'ai veux pas l'ancienne. Toi, t'as l'alerte. Ah ouais, ça s'arrête pas d'alerter. Ah bah oui, mais en ce moment, si j'ai pas l'alerte, je passe à côté de la moitié de ma vie. Il fait 100 tweets par jour, le gars, il arrête pas, c'est insensé. Ouais, mais c'est à chaque fois une alerte, une nouvelle fonction Twitter qui arrive, qui est annoncée. Ou qui change, ou je sais pas, des fois il revient sur c'est complètement dingue. Alors peut-être un petit résumé des épisodes précédents pour ceux qui n'ont pas tout suivi depuis l'arrivée au pouvoir d'Elon Musk. Donc il arrive, première chose qu'il fait, il dégage tout le monde, hein. Donc il supprime, il licencie le directeur général, le directeur financier. Il demande, ça c'est génial, vous avez vu, il a demandé aux ingénieurs de lui imprimer leurs 30 derniers jours de ligne de code. Donc sur papier, je relève les copies, je regarde ce que vous faites, et puis on voit si vous tenez le coup ou pas, et si ça vaut le coup qu'on vous garde dans l'équipe, parce qu'il a quand même l'idée de virer entre 50 et 75% des effectifs, sachant que pour lui, Twitter, c'est un ramassis de sales gauchistes woke, et donc il veut faire le ménage. Alors, globalement, je le fais simple, mais globalement, c'est un petit peu ça. Donc ça, c'était la première étape, c'était un peu imposer sa marque, et puis ensuite, effectivement, c'est qu'est-ce que je vais faire du produit Twitter, et donc il a fait plein d'annonces tout au long de la semaine via son compte Twitter de manière assez dingue, parce que c'est en allant discuter avec les internautes, en annonçant des fonctionnalités, le retour de Vine par exemple, qu'on avait un petit peu oublié, les petites vidéos très courtes de 6 secondes qui pourraient faire leur grand retour, et puis effectivement l'annonce, alors qui a été la plus grosse annonce de ces derniers jours, qui est la fonctionnalité payante, donc la version premium finalement de Twitter, qui a fait un petit peu scandale, on va en discuter je pense, mais quand il nous dit maintenant pour avoir la certification ce sera $8, sûrement 8 € en France, même s'il y aura une tarification différente selon les pays, avec différentes fonctionnalités auxquelles on aura accès. À partir de ces 8 €, on aura moins de pubs notamment, on aura quelques petits avantages, donc on aura vraiment une version premium de Twitter à laquelle on aura accès, mais si on accepte de payer. Voilà. Qui acceptera de payer 8 € pour avoir Twitter qui était jusqu'ici gratuit ? Avant de te donner la parole, Raphaël, moi il y avait un truc qui m'a fait mourir de rire, c'est le tweet de Stephen King. Je ne sais pas si vous avez vu, parce que c'est quand même incroyable. Au départ, Elon Musk dit voilà, ça va coûter sans doute $20, etc. Et il y a Stephen King qui dit bon, moi je paierai jamais $20 pour avoir Twitter Premium. Fuck it, dans le texte. Et Elon Musk qui dit bon, $8, ça peut le faire ou pas? Et voilà. Mais en fait, c'était parti à 20, on est descendu à 8. Dommage qu'il n'ait pas répondu, Stephen King. On aurait pu descendre à 4. On aurait pu descendre à 4, c'est dingue quand même. Mais franchement, s'il avait été punk jusqu'au bout, il aurait fait 4,20.
avec sa petite référence. Pas mal, Oui, 42, il a fait. ouais. Et oui, 42, avec la référence aux amateurs de cannabis qu'il avait faite pour son prix de rachat de l'action. Pas mal, ouais. Il aurait fait 4,20 $, mais bon, là, il n'y a plus Ou de blague. 42 $, tout simplement. Ou 42 $, mais bon, Mais non, dès qu'on là, parle de chiffre d'affaires, là, à mon avis, là, il y a on plus de- rigole moins. on rigole beaucoup moins, ouais. Bon, Raphaël, alors 8 $ pour avoir un compte certifié, avoir quelques petits avantages. Ça va vite arriver, visiblement. Hein. Ah, il veut que ça arrive dès le 7 novembre, je crois. C'est ça, comme c'est ça. Incroyable. Ça, Alors, il y a quelque chose qu'on ne peut pas reprocher à Elon Musk, c'est de ne pas faire bouger les choses. Ah oui, non, Et ça. que quand il arrive dans une boîte, il veut que ça délivre. Et à mon avis, ça va délivrer. Non, mais c'est vrai que de l'extérieur, pour le moment, alors ça reste des annonces, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de boîtes, notamment Twitter, c'est une boîte qui avait une inertie absolument monumentale, où il y avait une nouvelle fonction qui arrivait tous les 10 ans avec un truc totalement anecdotique, avec à l'inverse des fonctions incroyables, les listes, etc., qui sont complètement sous-exploitées. Donc c'est vrai qu'on a l'impression que c'était pas très bien géré, et on peut pas lui reprocher en tout cas de c'est clair. pas faire bosser les gens pour, en tout cas, essayer d'améliorer le produit. Après, le problème, et d'ailleurs, pour lui, c'est un produit, puisqu'il a fait un tweet en comparant à Starbucks. Ouais. Il a diffusé un mème où, en gros, il y a quelqu'un qui est content de payer son Starbucks à 8 $ pour... il met 30 minutes, sous-entendu, ça met 30 minutes à boire. Par contre, il va pleurer pour payer 8 $ pour un mois d'utilisation de Twitter. Donc, il considère ça comme un simple produit. Le problème, c'est qu'il va payer. Le problème, c'est la certification. C'est pas uniquement une fonction, c'est pas une option premium, la certification. Et ça, c'est important de le rappeler. À la base, pourquoi on certifie, pourquoi Twitter a certifié, mais Instagram et Facebook, c'est pour éviter l'usurpation d'identité. C'est-à-dire pour un commerce, pour un restaurant, pour une grande entreprise, c'est pour éviter qu'il y ait des faux comptes qui se créent, qui escroquent les gens. C'est-à-dire, tu fais un faux compte d'une entreprise, tu vas faire des faux jeux toi et concours. moi soyons sûrs qu'on s'adresse à la bonne personne. Exactement. Si demain on a Auchan ou Intermarché ou peu importe, ou Nike ou je sais pas, qui fait un jeu concours, c'est important d'avoir Nike certifié parce qu'on sait que c'est pas de Ou l'arnaque. s'il y a un problème sanitaire, etc., si on a un tweet officiel d'Auchan en disant ben voilà, on retire nos frais cachés, Exactement. etc., Exactement. avec la certification, on est sûr que c'est Auchan. Il y a un internaute qui proposait, pour donner une leçon à Musk, que tout le monde paye 8 $ pour s'inscrire en tant qu'Elon Musk, pour qu'il voit ce que c'est que l'usurpation Oui, non, d'identité. mais Je sais pas si voilà. ça fonctionnerait. Hein, mais... Non, parce qu'il faut envoyer sa carte d'identité. Ouais. Mais encore, on peut très bien. Enfin, à quel moment la carte d'identité est vérifiée? C'est-à-dire qu'à quel moment on n'envoie pas la carte d'identité de quelqu'un d'autre C'est vrai. quelque part. Mais ce qu'il a dit quand Donc- même, parce que alors c'est pareil, il faut aller au bout de ses tweets, et c'est vrai que comme il en publie 100 par jour, c'est compliqué, mais le dernier tweet de son long bloc où il expliquait les fonctionnalités du 8 $, il dit de toute façon, il y aura un second marquage, en plus de la petite pastille bleue qu'on connaît tous, pour les personnalités publiques. Alors il dit pas exactement jusqu'à quel point ça sera, est-ce que ce sera pour les marques également, est-ce que ce sera pour les journalistes, mais en tout cas, il y aura un certain nombre de profils qui de toute façon seront certifiés et qui auront un petit marquage, même s'ils ne payent pas les 8 $. C'est ce que je comprends. Exactement. Alors à ce moment-là, ça sert à quoi? Et bien justement, De- c'est là où je voulais en venir. Ça sert pour la même raison que celui qui va acheter un NFT pour le mettre sur sa photo de profil sur Twitter. C'est de l'ego. C'est-à-dire qu'il se dit, en gros, j'ai suffisamment, je vais dire ça, de kékés qui ont envie de payer pour avoir leur badge et ça va être rentable. Et il joue sur l'ego. Et il a raison. Il a totalement raison. Je te trouve un peu dur parce que je pense qu'il n'y a pas que ça. Je pense qu'il y a. Non, tu as mais je raison, il y a le côté caricature, NFT, mais il y a quand même les fonctionnalités qui sont, que tu obtiens pour les 8 $, qui sont le fait d'avoir beaucoup moins de pubs. Alors il dit moitié moins de pubs. Je ne sais pas exactement comment il dose ça, mais ça peut être intéressant. Le fait de pouvoir publier des vidéos plus longues, ça peut intéresser les créateurs de contenu, par exemple. Donc il y a quand même. Et alors il dit un truc aussi, mais c'est pareil, c'est encore pas très très clair. Il dit priorité dans les réponses et dans les recherches. Donc Ouais. est-ce que quand tu T'apparais- payeras, t'apparais tu plus facilement apparaîtras plus visible, en facilement, fait, en fait. à partir du Tu moment où payes tu pour de la payes. visibilité. En fait, il peut être crée, valable. alors, en fait, il crée une double prime. Une prime à l'argent, c'est-à-dire si t'as les moyens de payer. Mais ce qui est vrai, et ça pour le coup c'est plutôt positif, c'est une prime à la vérification d'identité. Comme tu dis, c'est très important d'avoir d'une part ce qu'on paye et d'autre part quelque chose, donc une certification qui est autre, qui est neutre, on va dire, qui ne dépend pas de l'argent, parce que je suis désolé, j'imagine pas le pape demain payer 8 $ par mois à Elon Musk pour être certifié. Je veux dire, c'est le pape, quoi. Non mais, tu vois ce que je veux dire, si on prend l'extrême, Ouais, bien sûr. il va pas facturer le pape. Et donc, effectivement, ce fameux deuxième ticker qui va certifier vraiment le côté personnalité publique, à mon avis, ce sera les marques. Je veux dire, les marques, c'est avant tout ces annonceurs. Donc, ce sera pour les marques. Pour les journalistes, je ne sais pas. Parce que par rapport à ses prises d'opposition, je ne sais pas s'il va faire ça pour les journalistes. Mais peu importe. S'il le fait pour la majorité des comptes qui sont susceptibles d'être usurpés, c'est important. Mais c'est vrai que ce côté certification, en fait, ce qui est rigolo, c'est qu'il fait d'une pierre deux coups. C'est à la fois
ça va rapporter de l'argent. Mais à la fois, il y a un effet positif, c'est vrai. C'est-à-dire qu'on va certifier son identité. Donc, on va devoir envoyer sa pièce d'identité. Mais en fait, ça veut dire que finalement, à partir du moment où on paye $8, c'est là où je ne comprends pas trop. À partir du moment où on paie ces $8, notre compte devient certifié. Il faut envoyer sa pièce d'identité. D'accord. Ah, c'est pas uniquement sur la foi du paiement. Voilà. Ah non. C'est-à-dire qu'on oublie en fait cette position de dire que seules les personnes influentes, entre guillemets, qui étaient dans les médias, dans la politique, etc. Ah bah c'est comme ça qu'il l'a vendu d'ailleurs. Voilà. Il a dit donc, c'est contre the people, contre les élites. Contre les élites. Mais Power to the people, voilà. Qui ont les moyens. Qui a quoi payer. Qui ont quoi payer et donner $100 par an. De son point de vue, ce qui retourne le truc. C'est-à-dire que là, justement, en réalité, ce qu'il fait, c'est qu'il crée en réalité une aristocratie de Twitter qui sera capable de payer et tu auras la plèbe qui payera pas. Et lui, il dit non, c'est pouvoir au peuple parce que jusqu'ici, il n'y avait que les élites qui avaient le droit à la petite honnêtement, moi, je connais pas mal de journalistes qui n'ont pas forcément les moyens de payer $8 par mois. Non, mais alors, au-delà des moyens, qui sont certifiés. Est-ce qu'on a envie de payer $8 ? Enfin, voilà, nous, on est journalistes, on est sur Twitter. Est-ce qu'on a envie de payer $8 par mois ? Moi, je vous dis non. Franchement, non. Ce que je comprends pas, moi non plus. Ce que je comprends pas, c'est d'une part, c'est plutôt bien, ça va inciter les gens à vérifier leur identité, mais encore, je vois même pas tellement l'intérêt parce que de toute façon, on peut rester sous pseudo. Mais c'est le côté une mesure de sécurité payante. Ça, par contre, il n'y a pas de logique là-dedans. C'est bien pour ça. Il vend ça comme un service. Et donc, à part le service de Lego, il n'y a pas d'autre service. Non, c'est clair. Parce que, en fait, le problème, c'est qu'il vend une mesure de sécurité. Mais je suis désolé. Une vérification de mobile, par exemple Twitter, on peut vérifier son numéro de téléphone pour certifier un peu plus son profil. Mais ça, c'est des mesures de sécurité. Donc, il mélange en fait un produit et une mesure de sécurité et avec en plus la certification des comptes publics, etc. Donc, c'est vrai que tout ça est un peu mélangé. Ouais. Et c'est vrai qu'il présente ça comme un produit comme un autre. Mais c'est pas tout à fait un produit comme un autre, parce qu'on parle aussi d'information, de désinformation, d'escroquerie, d'arnaque. Là où ça a du sens, c'est du point de vue purement business, si on en vient à ça, mais parce qu'il y a une logique évidemment économique. Évidemment, il a acheté ça 44 milliards, le gars. C'est ça, maintenant il faut quand même rentabiliser, peut-être pas au meilleur moment. Je pense que l'abonnement, il n'y a rien de mieux pour le truc, c'est que Twitter a toujours eu un problème de monétisation de toute façon. Ça n'a jamais réussi à gagner de l'argent correctement. La pub, ils ne savent pas comment la mettre, ça ne rapporte pas d'argent. Donc il y a ce sujet-là. 44 milliards, c'est très cher, surtout que là, tous les groupes tech sont en train de se casser la figure parce qu'on est en période de récession ou de pré-récession, donc c'est un petit peu compliqué. Et en fait, je pense qu'il réfléchit un petit peu comme les éditeurs de jeux, on parlera de la Paris Games Week après, mais qui ont des modèles, tu sais, free-to-play ou freemium, en partant du principe que tu as peut-être 2, 3, 5% des gens qui sont prêts à payer pour un ajout cosmétique avec quelques fonctionnalités supplémentaires, et que si tu as 5% des gens qui acceptent, ça suffit à rentabiliser le modèle. Sachant qu'en plus, sur la pub, il va y avoir un vrai sujet, parce que là, il y a les annonceurs qui ont quand même un petit peu les pépettes d'Elon Musk, parce qu'ils savent pas trop, avec la modération qui sera un petit peu assouplie et tout, ils ont peur que leur contenu, que leur marque soit associée à certains types de contenus. Et on a vu par exemple que General Motors avait suspendu ses publicités sur Twitter. Donc il va falloir d'une manière ou d'une autre soit compenser ou en tout cas faire attention, parce qu'il y a des annonceurs qui peuvent après, oui, mais bon, disons que General Motors, je suis un peu dubitatif parce que c'est quand même le principal concurrent de Tesla, donc c'est un peu. C'est vrai, j'avais même pas pensé, c'est vrai. C'est un peu facile pour eux, ils se posent comme ça en grand prince. En défiant le. Je pense qu'ils arrêtent surtout de payer leurs concurrents, je pense. C'est bien vu. Mais ce sera peut-être pas les seuls à faire ça. Mais après, si demain Nike le fait. Là, ce sera un Nike ou une autre grosse boîte comme ça, oui. Mais c'est vrai qu'après, il faudrait sortir notre calculette. Il y a combien d'abonnés ? Il y a combien de centaines de millions d'abonnés ? 300 millions d'utilisateurs, non ? 300 millions d'utilisateurs. 300 millions, si tu en as 5%, allez, on dit n'importe quoi, c'est mon pessimiste. Ça fait 6 millions. Ça fait 6 millions. 6 millions à $8 par mois, vous calculez ? Ça fait à peu près 100 euros par an, ça fait 6 millions, 600 millions, 6 milliards par an. Mais Non, mais c'est dingue, en fait. C'est beaucoup d'argent. D'autant que je ne sais pas si vous avez vu, il y a aussi cette volonté pour Elon Musk de faire payer des vidéos sur Twitter. Ouais. Tu pourras monétiser, en fait. Je crois que c'est ça. Les créateurs de contenu pourront monétiser leurs vidéos. J'imagine que. Et alors, j'ai creusé un peu le sujet. Vous avez vu que. Alors, bon, j'avais vu que parfois il y avait des contenus pour adultes sur Twitter, mais c'est un vrai business, en fait, ce truc-là. Ah bah ça va être que du porno sur Twitter. Non, mais ça va être l'arrivée de. Et visiblement. Vous ne croyez pas que ça va être. Tu crois que ça va être des vidéos monétisées ? Non, mais c'est pas ça. C'est que pour moi, ça va être avant tout du porno. On a l'impression que visiblement, ce modèle économique de vidéos payantes que Elon Musk veut mettre en place, c'est pour justement favoriser l'industrie du porno. Enfin, l'industrie, pas forcément l'industrie, mais toutes les personnes qui vivent de ça et qui pourront
en fait, mettre des vidéos qui ne seront disponibles que à partir du moment où on paye, mais on pourra toujours la partager même si on l'a pas payé. Donc il y a tout un truc comme ça. C'est un peu OnlyFans, ouais. C'est un peu OnlyFans. Ouais, mais c'est important pour le. J'avais fait un sujet là-dessus sur comment la communication, notamment de l'industrie du porno, parce qu'évidemment sur Instagram il y a eu beaucoup de problèmes de blocage, etc. Parce qu'évidemment il n'y a pas que de porno Twitter sur qui Instagram. permet en fait Il y a que Twitter qui permet adultes. du porno, et donc en fait c'est pour ça que pour les acteurs, les actrices porno et les réalisateurs, etc. Twitter c'est un moyen de communication absolument énorme. Qui permet d'envoyer sur OnlyFans la plupart du temps, enfin j'imagine. T'as beaucoup de contenu porno aujourd'hui sur Twitter. Pardon de faire ma bière farouchée, mais j'ai pas l'impression de croiser énormément. Mais si. Parce que les gens que je suis, tu vas me donner tes comptes parce que. Mais moi j'en vois quasiment pas parce que les personnes que je suis sont pas dans ce milieu-là. Voilà. Mais si demain tu veux te faire un flux avec des acteurs ou des actrices porno, tu verras beaucoup de contenu pornographique. Et d'ailleurs il y a des associations de défense de l'enfance qui sont attaqués à Twitter là il y a quelques semaines, justement en disant mais attendez, on s'attaque à Pornhub, etc. Mais enfin Twitter, les plus de 13 ans y ont accès. Bien sûr. Et il y a du porno. Alors théoriquement, quand tu as une vidéo porno, tu as un avertissement. Enfin bon, ça suffit évidemment pas. Et il faut, encore faut-il que ce soit activé. Donc non, tu as du contenu porno sur Twitter. Et c'est vrai que moi, parfois, j'en ai vu passer d'ailleurs, parce que quelqu'un que je suivais avait retweeté un truc. Mais te justifie pas, Raphaël. Non, mais je vais dire un truc parce que j'avais échangé avec des actrices porno pendant un moment parce que j'avais bossé sur ce sujet. Et donc forcément, j'ai vu passer des trucs porno dessus. C'est remonté dans tes albums. Et je me suis dit, attends, c'est quand même un peu... c'est violent. Si j'avais 17 ans, ce serait un peu emmerdant quand même. Mais t'as vu que, alors il y a un truc intéressant par rapport à ça, Musk a dit, alors c'est pareil, c'était en répondant à un internaute, mais que il n'était pas contre le fait de créer différents modes de Twitter. C'est un peu comme pour les jeux vidéo, tu as un mode facile, un mode hard, et donc en gros tu aurais un mode normal et un mode not safe for work. Exactement. Mais à la limite, ce sera plus clair, ce sera plus clair, franchement. Mais c'est marrant, la façon, ça revient à ce que tu disais avec Stephen King tout à l'heure, mais cette manière de négocier pied à pied, je trouve ça fou en fait. Je trouve ça à la fois super marrant et un peu inquiétant parce que quelle boîte fonctionne comme ça. Et puis devant tout le monde. Tu vois, le truc des 8 €, quand il dit 8 €, c'est 20 €, non mais ce sera 8 € finalement. Et tu te dis, le mec, t'as l'impression qu'il est dans un souk en train de négocier. Non, mais normalement. C'est une façon de dire, c'est une façon de faire passer ça pour pas cher. Il dit, ça allait être 20, ce sera 8. Oui, mais dans sa tête, ça n'a jamais été 20. Et ce chiffre-là, c'était la réponse au tweet de Stephen King. Il dit, et à 8 $. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, mais est-ce que tu crois que ce chiffre de 8, parce que normalement, n'importe quelle boîte dont le modèle économique va dépendre de ça, c'est des dizaines de réunions, de réflexions, du pricing, du machin, mais à mon avis, ça a été fait. Tu crois que ça a été fait en amont? Mais oui, mais évidemment. Bah écoute, je sais pas. Mais évidemment que ça a été fait. Ça a été fait, ils sont arrivés, ils se sont dit à 8, c'est bon, ça passe, le prix psychologique. Puis après, il dit ok, bon bah je vais un peu troller les gens avec 20, je vais dire ok, 8, c'est pas cher, et puis ça va passer comme ça. C'est comme quand l'iPad était sorti, les rumeurs, il serait à 1 000 $ que. On avait, à mon avis, Apple avait laissé fuiter pour finalement dire qu'il était à 500. Génial, c'est pas cher, on pensait que ce serait 1000. Mais le mec c'est vieux comme le monde. Je sais pas. À mon avis, les 8 $. Non, mais je suis un peu d'accord avec Anthony. Moi, je trouve qu'il est tellement incontrôlable. Mais c'est ça, en fait. Il serait capable de sortir un truc. Il est arrivé avec quand même les équipes de Tesla, les équipes. Il a quand même un entourage. Enfin, je veux dire. Il a son état-major apparemment dans les locaux. Il s'est compté, Elon Musk. Non, mais il s'est compté. Faut pas l'oublier quand même. Ce qui va être marrant aussi, ça va être, c'est ce qu'il veut faire de Twitter. Donc on parlait, donc toutes les questions de compte payant, etc. C'est une chose, mais cette idée de vouloir en faire une super app, tu sais, il l'avait évoqué une fois. Il en a moins parlé là, non? Alors il en a moins parlé, mais quand même, il y a la notion de, tu sais, intégrer un système de paiement, notamment avec les cryptos. Là, il y a eu tout le truc du Doge. Il a encore du Dogecoin, tu sais, c'est la crypto à tête de chien là, et donc il a publié une photo d'un chien, d'un Shiba Inu, et donc ça a fait exploser encore le cours de cette. Dans 6 mois, on va se retrouver à payer des vidéos porno en Dogecoin sur Twitter, ça va être un bordel. Ça va être un gros bordel. Je pense. On va bien s'amuser. Non, mais tu as vu qu'il y a le patron de Binance aussi qui a participé au financement. Alors c'était pas une somme symbolique à son échelle, hein, mais en tout cas, ça veut dire que il va y avoir un truc Twitter crypto, il va y avoir un truc. Très rapidement quand même, il a dit le rachat de Twitter sera un accélérateur pour créer cette application X, l'application à tout faire. Il n'a pas dit ça va devenir. Il a dit ce sera un accélérateur. Donc ça reste flou. Il n'a pas dit que ce soit Twitter. Peut-être qu'il va utiliser certains outils. Bon, en tout cas, dites-nous, est-ce que vous seriez prêt à donner 8 $ par mois, 8 € par mois, au plus ou moins, on ne sait pas trop,
pour avoir plus de fonctionnalités Twitter et avoir cette petite certification. Sachant que ça dépendra des pays d'ailleurs. Hashtag DQJMM, laissez-nous vos petits messages, on les lira avec plaisir. Dans l'actualité, c'est la Paris Games Week. Après 3 ans d'absence, le grand salon du jeu vidéo d'envergure européenne, parce que voilà, c'est la Paris Games Week, ça commence à être costaud, revient donc à quelques centaines de mètres d'ici, et forcément c'est réjouissant parce que voilà, c'est aussi le symbole d'une vie qu'on avait oubliée un peu, des milliers de gens qui se retrouvent comme ça dans un salon sans mesures sanitaires. Alors bon, ça c'est discutable ou pas, mais visiblement j'avais posé moi la question, comment vous faites à la Paris Games Week, parce que c'est des centaines de milliers de personnes qui viennent d'un coup. Est-ce que il y a des mesures quand même sanitaires ou pas? Aucune. Simplement la désinfection des manettes, des objets qu'on manipule qui sera plus bien, même plus régulière. Sans Covid, c'est plutôt bien. Bien sûr. C'est clair. Paris Games Week donc, Anthony. Écoute, moi j'y suis allé hier matin à l'ouverture. Alors j'allais être un peu méchant en disant qu'il n'y avait pas besoin de distanciation sociale parce qu'il n'y avait pas grand monde. Il n'y avait pas grand monde. Ouais, écoute, j'ai été très étonné parce que je suis hyper content que ça revienne en présentiel comme on dit, parce qu'effectivement c'est un beau salon, c'est un bel événement à chaque fois. Là c'est vrai qu'ils ont revu un petit peu leurs ambitions à la baisse en termes de plus petit, je crois. C'est sur un hall, d'habitude c'est sur 3 halls, donc c'est vraiment gigantesque. Alors ils disent que bon, ils ont voulu recentrer parce qu'avec le Covid, s'il y a eu une annulation, c'est plus facile, etc. Je pense qu'il y a quand même moins d'exposants globalement et moins de visiteurs attendus également. Et moi je me souviens, on a tous fait la Paris Games Week les années avant Covid, et tu arrivais le jour, en général le week-end c'est vraiment blindé, mais même le jour de l'ouverture, c'était des marées humaines incroyables. C'était presque des émeutes, d'ailleurs, il y avait des problèmes, je me souviens, sûr, à l'entrée à certains moments. Et là franchement je suis rentré en 2 secondes. À l'intérieur il y avait un peu de monde, mais pas tellement. C'est génial. Alors pour les spectateurs, pour le public, c'est super. Comme il n'y a pas trop de monde, tu fais pas trop la queue pour jouer au jeu, etc. C'est hyper frustrant, la Paris Games Week, c'est que, ok, tu as des consoles, des ordinateurs, mais il y a tellement de monde habituellement que tu fais que 1h30 pour en général, c'est plus pour être dans l'univers. Bien sûr. Pour voir les cosplayers. Exactement. Et pour dire, j'y suis allé. Là, tu peux quand même jouer, donc c'est plutôt cool. Alors je sais pas, peut-être que ceux qui iront ce week-end n'auront pas le même ressenti parce qu'il y aura peut-être beaucoup plus de monde, mais en tout cas, moi, pour un jour d'ouverture, j'ai trouvé ça quand même assez vide. Après, c'est un événement qui est très sympa. Tu peux jouer aux nouveaux jeux, aux jeux qui sont pas encore sortis. Il y a du Street Fighter 6, il y a des trucs très sympas. Les vieux jeux, moi, mes petits chouchous, c'est le stand rétro gaming qui est absolument génial, où tu peux retrouver toutes les vieilles consoles. Ça, c'est le côté Madeleine de Proust qui est extraordinaire. Tu as l'e-sport qui est très bien mis en avant. Il y a un truc qui est excellent, alors que j'avais déjà vu, je sais plus sur quel salon d'ailleurs, c'est Virtual Arena, qui est un truc qui mélange sport et e-sport. Je sais pas si vous voyez à peu près ce que c'est. C'est une arène de 450 mètres carrés. Tu as les mecs alors c'est par équipe, ils ont des casques de réalité virtuelle, un ordinateur en sac à dos, des guns dans les mains, genre façon et donc en gros c'est une sorte de Call of Duty si tu veux, mais in real life quoi, avec le casque de réalité virtuelle, mais tu cours dans une arène et c'est vraiment génial. C'est sympa ça. C'est très cool. Très cool. Et donc ils veulent en faire un e-sport mondial, donc ils ont des grosses ambitions et tout, ça je trouve ça très sympa. Donc vraiment marrant. Après ce qui m'a manqué un petit peu, j'aurais bien aimé qu'il y ait un peu plus d'innovation, c'est-à-dire de start-up, tu sais, qui proposent des trucs. Moi j'en avais noté quelques-unes parce que j'ai préparé une chronique là-dessus cette semaine, mais sur, tu sais, les jeux multisensoriels avec par exemple une start-up qui s'appelle Actronica qui a mis au point une veste haptique qui va te permettre de ressentir physiquement ce qui se passe à l'écran. On l'avait testé d'ailleurs, cette veste qui était c'est génial aussi. Franchement c'est excellent. Tu vois, typiquement je crois qu'ils sont pas sur le, enfin je les ai pas vus en tout cas sur le salon, et je trouve que tu vois ce genre de truc ça pourrait ajouter en plus des stands des gros consoliers qui sont bien présents. Il y a Microsoft, il y a Sony, il y a Nintendo évidemment, tu as les Ubisoft, les gros éditeurs également. Je trouve que ça manquait de petites innovations comme ça, mais voilà, c'est un beau rendez-vous. Peu, tu dis un peu en demi-tête en tout cas à l'ouverture, il n'y avait pas grand monde. On va voir ce week-end ce que ça donne. Je pense qu'il y aura du monde ce week-end. J'espère. Honnêtement, je suis pas très. Enfin, je pense qu'il y aura quand même du monde. Mais après, on parlait en fait finalement d'une baisse de budget de ces salons. Et j'ai l'impression que ça s'est un peu, on va dire, amplifié avec le Covid. Mais les grands salons, alors que ce soit la Paris Games Week, mais je pense même à l'E3, je pense aussi au Mobile World Congress, ces grands salons, c'est de moins en moins des salons d'annonces. Finalement, maintenant, les grandes marques, elles veulent avoir leur propre événement. On l'a vu sur la téléphonie. Maintenant, au MWC, il y a quand même beaucoup moins d'annonces. Il y a plein de choses passionnantes à voir, mais il n'y a plus les Samsung, etc. C'est plus des annonces de fond, on va dire. C'est-à-dire que voilà, tu vas les tendances. Tu vas trouver les dernières innovations dans la 5G, des choses comme ça. Le 3, c'est quand même compliqué aussi.
Évidemment, je parle même pas du Covid, mais enfin même sans ça, il y a même le mondial de l'auto dans un autre univers, mais tu vois, on l'a vu. Le 3 a été annulé. Tu vois, le mondial de l'auto, il y avait beaucoup cette année. Il n'y a pas eu de 3 cette année. Non, il n'y a pas eu de 3, mais même avant le Covid, il me semblait que certains gros désertaient le 3. Tu parlais du salon de l'automobile, il y avait beaucoup d'absents quand même. Absolument. Et en fait, j'ai l'impression que ça illustre un peu une tendance de. Oui, bien sûr. Pas la fin des salons, évidemment, parce qu'il y a enfin, je veux dire, quand on est gamer et qu'on aime, enfin, la Paris Games Week, c'est hyper sympa. Et d'ailleurs, ça peut être plus grand même sans grosses annonces. Mais c'est vrai que le manque de budget, il est aussi là. C'est que finalement, maintenant, les grandes marques et les géants de la téléphonie, du jeu vidéo, ils ont besoin d'avoir leur propre événement. Ce qu'avait compris Apple il y a très longtemps. Ce qu'a compris Apple très rapidement. Et j'ai l'impression que ces salons, ça va devenir plus des salons de fond, d'univers, pour voir des nouveautés. Et c'est là où tu as raison. Il faudrait que, s'il n'y a plus ça, il faudrait d'autres choses, notamment en innovation. Mais voilà, j'ai l'impression que c'est plus se rassembler, ce qui est très bien aussi, mais moins d'annonces en tout cas. Ouais. Et dans tous les... T'as zéro annonce à ma connaissance. Là, pour le coup, c'est vraiment juste exactement ce que tu décrivais. C'est juste vraiment être là pour être dans l'univers que tu aimes bien. Cela dit, zéro annonce, le communiqué de presse de Sony sur le casque VR est tombé en pleine Paris Games Week quand même. Est-ce qu'ils l'ont fait à cause de la Paris Games Week C'est peut-être un hasard, mais bon, je sais pas. Tant mieux. Cool. Si c'est ça, génial. Vraiment. Non. Mais après, est-ce qu'il sera il n'est pas sur la Paris. Je l'ai pas vu. Il n'est pas global. D'ailleurs, il me semble que PlayStation est sur le stand. Oui, c'est ça. Et puis il y a PlayStation. Mais ils sont pas sur le stand Fnac Darty. Oui, c'est ça. Il n'y a pas un stand Sony. Il y a un stand PlayStation en fait, mais qui doit être effectivement couplé avec celui de Fnac Darty, c'est possible. Je crois qu'ils sont chez Fnac Darty, donc ils n'ont pas leur propre. Ils ont un beau truc en tout cas. Il y a des belles bornes de démo et tout. C'est pas mal. Les consoliers, ils ont des beaux espaces. Le stand d'Ubisoft aussi est vraiment sympa. C'est le mastodonte français pour la vidéo. Ça, c'est cool. C'est plutôt. Et puis, moi, j'ai eu la chance dans Tech & Co de recevoir pas mal de startups dédiées aux jeux vidéo qui sont toutes plus passionnantes les unes que les autres. Et c'est bien qu'il y ait des startups comme ça qui fassent le déplacement. Mais tu vois, voilà, je parlais des innovations. Et un truc qui manque aussi pour moi, c'est toute la partie Web 3. Il y a maintenant une vraie alliance entre jeux vidéo, crypto, c'est un peu mon dada là en ce moment, mais tu vois le truc, tous les play to earn, tu sais, où les jeux où tu vas jouer pour gagner des cryptos, ou les move to earn, où tu vas, il y a plein de genre Steppen, etc. Il y a plein de ponts qui sont en train de se faire entre ces univers-là, entre la blockchain et le jeu vidéo, et ça par exemple c'est pas du tout présent sur ces salons. Je trouve que ça pourrait l'être, tu vois, avec des Axie Infinity, des trucs comme ça qui commencent à vraiment bien monter en puissance. Donc cette actualité, juste un mot quand même, parce que c'est vrai que ça faisait un moment qu'on attendait une date de sortie, le PSVR 2, qui est le masque de réalité virtuelle de PlayStation, qui sera compatible PS5 et exclusivement PS5, sortira en février prochain. Voilà. Alors Sony l'avait promis, il devait sortir, auparavant, la date de sortie c'était début d'année 2023, donc là ce sera en février. Attention, parce que c'est pas donné, ce casque coûtera plus cher que la console. En fait. C'est ça qui est violent. On est aux alentours des 600 € pour avoir le masque, plus les manettes, parce qu'il faut des manettes spéciales, etc. Je crois qu'il y a un pack de batterie aussi pour avoir un petit peu plus d'autonomie. Et puis n'oublions pas que ce masque se connecte à la console avec un fil. C'est pas un masque un peu à la méta qui nous permet d'être autonome et de se balader. Là, on est connecté quand même malgré tout à la console. Oui, non, parce que l'idée, effectivement, c'est de jouer sur son canapé quand même. Oui. Mais alors, canapé ou debout, tu vois. Ou debout, non, mais je veux dire... devant son canapé. Voilà, devant son canapé. Mais alors autant moi je suis extrêmement critique vis-à-vis du métavers, etc. Autant ça, pour moi, c'est vraiment un des usages sympas de la VR. Clair. Alors malheureusement, c'est vrai que c'est assez cher. Mais bon. C'est vrai que moi, pour avoir testé quand même le premier, on a une expérience qui est tellement différente, qui a tellement rien à voir. Et donc, on arrive à avoir un petit catalogue de jeux qui sont vraiment sympas. Enfin, moi, je trouve que c'est une expérience qui est totalement différente de l'expérience classique. Donc, c'est vrai que si on a les moyens, moi, je trouve que c'est une application vraiment parfaite de la VR. Mais de toute façon, en même temps, la VR, c'est forcément de la 3D. Donc, c'est forcément pas très loin du jeu vidéo. Mais je trouve que au moins, c'est clair, c'est pragmatique, ça existe, ça peut être utilisé, c'est concret. Donc ça, j'ai envie de dire, c'est la VR qu'on a envie de voir, quelque part. Ouais, c'est vrai. Je suis d'accord avec ça. Là, au moins, il n'y a pas de débat, effectivement, pour ou contre le métavers. Au moins, c'est un usage très concret. Oui, un usage concret. Qui fonctionne bien, qui est malheureusement pas à la portée de toutes les bourses, parce qu'effectivement, avoir la PS5 plus le casque, ça fait quand même un budget. Moi, c'est mes premiers vrais souvenirs de VR, le casque de PlayStation. Tu vois, le PlayStation 4. Ouais, vraiment, où le truc qui m'avait vraiment bluffé. Où tu vas passer
2 heures avec ça, quoi, en fait. C'est ça, exactement. Bon, alors moi, ça m'a vite rendu malade, par contre, mais je suis assez sensible à ça. Mais en tout cas, c'est le truc où vraiment ça m'a fait. Comment dire, ça m'a vraiment impressionné et où j'ai invité tous les potes à la maison pour dire regardez ce là, truc. On passe un truc. Ouais, exactement. Donc je pense qu'avec la V2, j'ai hâte de la tester. Clairement. Alors tu devrais ne plus être trop malade puisque le taux de rafraîchissement est de 90 à 120 Hz. Donc ce qui fait en fait, c'est souvent pour ça qu'on est malade. Ouais. C'est que le taux de rafraîchissement n'est pas assez élevé. Donc là, ça devrait régler ce problème. Et les dalles qui composent en fait le masque, c'est des dalles OLED de 2000 par 2040 par œil. Donc c'est vraiment de la super qualité. Et la date exacte, c'est le 22 février. Et dernière petite précision, tu disais qu'effectivement c'est vraiment un usage sympa, mais encore faut-il que les jeux soient là, parce que il faut là que les développeurs carburent pour nous sortir des jeux qui valent le coup. Il y en a quelques-uns qui vont être prévus: Call of the Mountain, The Walking Dead et Resident Evil Village. Donc je pense qu'on va quand même avoir les choses, les amis. Il va y avoir du Resident Evil en VR, autant vous dire que il n'y a rien de plus flippant que moi, ça. J'avais passé vachement de temps. Alors, je ne sais plus si c'était un Resident Evil avec le premier sur un jeu de zombies. Ouais, c'est pas Resident Evil. C'était celui où tu étais dans une espèce de fête foraine, non? Ouais, il me semble. Enfin bref, j'ai passé 4 heures à dégommer du zombie. Ouais, c'était génial. C'était vraiment sympa. Donc voilà, je suis content qu'il y ait Resident Evil qui arrive aussi là-dessus. Mais voilà, bon. 600 €, les amis, il faut commencer à économiser. Dans l'actu, alors là, voilà, c'est cette actu qui rejoint un petit peu les... là, on va dire à la fois l'actualité géopolitique, mais aussi l'actualité sanitaire, puisque en Chine, la plus grosse usine de fabrication d'iPhone est à l'arrêt, Anthony, à cause du Covid. Alors à l'arrêt, pas complètement, mais disons que ses capacités de production sont largement réduites parce que les ouvriers donc de Foxconn, plus gros assembleur d'iPhone, plus gros sous-traitant d'Apple, fuient l'usine. C'est incroyable. En fait, c'est des images qui ont été publiées sur les réseaux sociaux chinois où on voit des gens sur les routes, mais vraiment, c'est voitures. Un exode. Non, mais on les voit passer au-dessus des palissades, donc ils s'échappent, mais presque comme ils s'échapperaient d'une prison quasiment. Et ils partent à pied, ils retournent dans leur province d'origine. Pourquoi ? Pour fuir le Covid, parce qu'il y a des cas de Covid dans cette usine. Alors fuir le Covid, mais surtout fuir les restrictions qui vont avec le Covid. C'est surtout ça, parce qu'ils n'ont pas envie de tomber malade évidemment. Mais surtout, le truc, c'est que Pékin aujourd'hui, pour que l'économie quand même continue à tourner, demande aux entreprises où il y a des cas avérés de Covid de continuer à tourner, mais sous cloche. C'est-à-dire qu'en gros, les salariés bossent, dorment, mangent dans l'usine, chacun séparé, isolé, mais voilà, ils font leur shift et puis ensuite ils dorment, ils mangent et ils dorment. Ce qui n'est pas une vie forcément hyper agréable, d'autant que tu ne sais pas combien de temps que ça va durer. C'est un peu le problème en Chine, c'est que tout est un peu arbitraire, donc c'est compliqué. Et donc du coup, ils préfèrent se dire je pars et puis je vais tenter ma chance, je vais retourner chez moi. Ce qui pose un problème très concret puisque on est dans la ville de Zhangzhou, c'est dans l'est de la Chine. Cette ville est surnommée iPhone City parce qu'il y a plein de sous-traitants d'Apple. Et il y a notamment cette usine, donc il y a 300 000 personnes dans l'usine, il faut imaginer le truc. Et c'est l'usine où on assemble le plus d'iPhone. Alors c'est difficile d'avoir des chiffres très précis. Moi j'ai lu que c'était 60% des smartphones, des iPhones assemblés par Foxconn le sont dans cette usine, ce qui est absolument considérable. Et là l'usine... C'est plusieurs centaines de milliers d'iPhones sortis tous les jours. Ouais, c'est massif. C'est absolument massif. Monstrueux. Et donc du coup la question c'est est-ce que ça aura une répercussion ? Alors les analystes que j'ai lus disent a priori ça devrait aller parce que là il y a la production a baissé d'à peu près 30% dans cette usine, ce qui est déjà conséquent, mais ça ne devrait pas durer non plus éternellement. Après, la question, c'est comme les restrictions sanitaires sont toujours très très fortes en Chine, là, c'est 7 usines Foxconn, mais il n'y a rien ne nous dit qu'il n'y aura pas des cas dans une autre usine d'un autre sous-traitant. Il y en a plein qui sont disséminés un peu partout. Tu vois, et il suffit qu'il y ait un petit rouage qui manque pour que toute la production soit finalement freinée. Je ne sais pas si vous avez vu le Disneyland chinois qui confiné, calfeutré. Les gens ne pouvaient plus sortir. Ils sont restés pendant 3 jours dans le parc. Il faut aimer Space Mountain, là. Non, mais c'est clair. Bon, je leur fais une 15e fois. Et puis tu dors où, en fait, et tout. Enfin, c'est n'importe quoi. Là, après, il y a les hôtels, mais c'est vrai que... Non, mais je crois que les hôtels sont à l'extérieur. Tu sais, c'est un peu comme à Paris, quoi. Tu dors où dans les attractions Dans l'ascenseur de la terreur. C'était très bizarre quand même. Dur de s'endormir. Mais après, non, sur les vidéos, alors... Oui, il y a eu des vidéos sur les réseaux sociaux. Après, elles n'ont pas été authentifiées. On sait que c'est des salariés qui semblent fuir la zone de Zhengzhou, où il y a 900 000 personnes confinées. Mais c'est vrai que par contre, on ne sait pas si c'est les salariés de Foxconn ou d'Apple, enfin de Foxconn. Donc c'est vrai que, en tout cas, ce qu'on sait, c'est que Foxconn, ça, ils l'ont annoncé.
ils distribuent, je crois, jusqu'à 50 € par jour en prime pour rester sur place. Et s'ils font 25 jours de suite, ou 25 jours dans le mois, il y a une prime de 1500 ou 2000 €. D'accord. Enfin, qui peut monter, ce qui Ce 1500 qui est énorme. Ce qui est énorme. Donc, à mon avis, les images de salariés qui fuient, je suis pas sûr que ce soit chez Foxconn, parce qu'on va dire, à mon avis, quand on est dans ce milieu, quand on est ouvrier, bosser chez Foxconn, ça doit être quand même les meilleures conditions possibles, j'imagine. C'est quand même le principal. Ouais, mais tu crois pas que justement c'est parce que les gars se barrent qu'ils leur proposent ces primes-là? Parce que sinon, je vois pas pourquoi ils auraient quadruplé leur salaire du jour au lendemain. Non, mais ils se barrent, bien sûr, mais ils se barrent parce qu'ils ont envie de partir. Non, mais ce que je veux dire, c'est que je suis pas sûr que sinon ils soient retenus de force, quoi. Oui, non, plus non, ça. je pense pas. Ah oui, Ouais, oui, je oui. pense pas non plus, je pense pas non plus. Non, mais je pense que c'était plus dans la panique, les mecs. Ouais. Oui, c'est comment, ça, en fait. mais c'est des images sur la région, donc c'est vrai qu'on sait pas trop ce qui est de Foxconn, ce qui est d'une autre usine, etc. Ouais, c'est vrai. Mais après, par contre, Reuters disait production à moins 30% en début de semaine, sauf que hier, ils ont confiné vraiment la zone, ce qui n'était pas le cas. Donc peut-être que ça sera encore réduit. Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que dans cette usine, il y a aussi la part la plus importante des derniers iPhones. En fait, c'est l'usine la plus pointue. Oui, bien sûr. Ils fabriquent les 14, voilà, les 14 Pro, notamment Pro Max. les 14 Pro. Alors les 14, pour le moment, on peut l'avoir rapidement. Le 14 Pro, il y a déjà un mois de délai. Donc c'est ça vrai. risque Donc ça peut un peu bloquer. Ça peut un peu bloquer. Et à l'approche des fêtes de fin d'année, Tim Cook doit commencer à avoir des sueurs froides. Exactement. Je pense. C'est Apple qui nous joue le coup de la pénurie encore. Ils sont allés jusqu'à mettre le Covid dans les usines en Chine. Ceci dit, pour nous dire il n'y en aura pas pour tout le monde. Tim Cook l'avait dit l'année dernière déjà, à cette époque-là. Pareil, il y avait des confinements Covid en Chine et il avait dit, je me souviens que c'était sur le plateau C'est à vous d'ailleurs sur France 5, il avait une interview, il avait dit il risque d'y avoir aussi des pénuries d'iPhone. Donc c'est vrai que à l'approche de Noël, on sent qu'il y a quand même une petite tension chez Apple. Tiens, justement, petite information complémentaire concernant Apple. Vous avez vu que le fameux DMA là, donc, instauré par l'Union européenne va obliger l'année prochaine à Apple d'ouvrir un App Store alternatif. Ouais. Hein. Ça rigole plus du tout là. Ça y est, le calendrier a commencé, tout a été acté. Dans 6 mois, l'Europe va avertir les boîtes qui sont visées par le DMA et Apple en fera partie forcément. En tout cas, il y a de très grandes chances. Et 6 mois après, Apple sera dans l'obligation d'ouvrir en fait les portes de son iPhone pour que des App Store alternatifs puissent être installés. C'est monstrueux. Ça craque de partout l'écosystème. Ah ouais, Apple. Après, le câble Lightning, ouais, c'est non, ça. Mais c'est dingue. Là, je pense que Apple doit détester l'Europe, quoi. Oui, ça c'est clair. Déjà le câble. Mais autant l'arrivée de l'USB-C pour moi c'est une excellente nouvelle. Autant moi l'ouverture de l'App Store, franchement. Je suis pas convaincu parce que leur argument de dire c'est plus sécurisé, je suis désolé, mais il est vrai. Enfin, je veux dire, honnêtement, on a quand même souvent, quand on regarde les rapports. Mais je pense qu'Apple paie aussi, si tu veux, son manque de dialogue concernant en fait, le pourcentage du prélèvement sur les transactions via l'App Store. Ils ont déjà fait des concessions. Je pense que s'ils avaient fait un effort là-dessus, peut-être qu'on ne serait pas arrivé là. Mais ils sont toujours restés arc-boutés sur ces 30%. Alors parfois c'est 15, mais c'est vraiment... ils ont sorti ce truc-là. C'est 15 pour tous les petits développeurs, voilà, les petits développeurs qui font moins d'1 million de dollars. En chiffre, ça fait l'immense majorité des développeurs. Hein, mais bon, 90% des c'est développeurs. pas eux qui font du business en fait. Non, mais surtout les gros, effectivement, les gros payent 30. Ouais. Mais je suis pas sûr que ce soit une si bonne nouvelle que ça, moi, pour les utilisateurs. Honnêtement, je suis pas convaincu de l'intérêt. Oui, au niveau concurrence, c'est bien, mais pour moi, l'argument de la cybersécurité là-dessus, il est quand même valable. Je ne suis pas convaincu de l'intérêt. On verra. C'est vrai que le nombre de fois où tu as des articles, je dis ça d'autant plus librement que moi j'utilise Android, je suis pas sûr, mais tu as des articles toutes les semaines pour dire désinstallez surtout toutes ces applications Android qui vous. Oui, et puis parfois il y a des articles qui sont pas du tout sûrs, et qu'on a 15 par semaine, tu vois. Oui, c'est vrai que tu n'entends jamais ça sur iOS. Et parfois tu as iOS et Android, et l'autre fois il y a une étude comme ça sur des applis vérolées sur iPhone et sur Android, et j'ai fait le décompte, il y en avait genre 300 sur Android et 5 sur iPhone. C'est ça, quoi. On est quand même mieux sécurisé. Eh bien voilà, merci à Anthony Morel, qu'on retrouve évidemment tous les matins sur BFM Business, mais aussi, vous le savez, chez Estelle Denis sur RMC. Et merci à Raphaël Grabli, donc vous le savez, rédacteur en chef adjoint de l'Univers Tech & Co. Ce de quoi je me mail revient dans un instant avec Lionel Paris qui va nous expliquer un petit peu de quoi il retourne de ce protocole qui s'appelle Thunderbolt et qui révolutionne en fait le PC et le Mac. On en parle tout de suite.